Mesdames et messieurs, bonsoir. Comment créer un écosystème favorable aux PME et aux ETI en France? Comment faire grossir les chats maigres? Nous avons 6 intervenants qui non seulement se sont engagés à le faire, mais se sont engagés à le faire en 70 minutes, ce dont je les remercie chaleureusement. C'est évidemment essentiel de créer cet écosystème favorable, car 5 emplois sur 6 en France sont créés par ces entreprises. Si c'est essentiel, c'est aussi difficile parce qu'il y a un cadre juridique, économique, financier qui est souvent inadapté. Je rappelle que moins de 600 PME et ETI sont cotées en France, qui est juste l'une des indications de ce fait. Alors, nous avons, pour créer cet écosystème, 6 intervenants avec une logique millimétrée par l'Institut Montaigne, puisque nous avons 2 intervenants côté investisseurs, Antoine Gosset-Grainville, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, et Jacques Richier, qui est PDG d'un grand groupe d'assurance, Alliance France. Nous avons 2 intervenants côté entreprise, Pierre Pelouzet, directeur des achats à la SNCF, vice-président de Pacte PME, qui est une association qui travaille, qui milite même pour l'établissement de meilleures relations entre grands groupes et PME. Et puis Jean-Claude Volot, qui dirige le groupe d'Eudienne, présent notamment dans l'aéronautique, mais qui a connu une gloire médiatique beaucoup plus importante en tant que médiateur des relations interentreprises et de la sous-traitance. Et puis 2 intervenants du côté des acteurs de l'intermédiation financière, avec Dominique Chirouti, qui est directeur général adjoint de la bourse Nice Euronext, et puis Xavier Rollet, qui est PDG d'une autre bourse, le London Stock Exchange, et qui a présidé le groupe de travail qui a débouché sur le rapport que l'Institut Montaigne publie. Donc nous allons discuter des 3 thèmes en faisant intervenir de façon privilégiée chacune des 3 catégories de métiers représentés et en laissant évidemment la parole aussi aux autres. Et donc, premier thème, c'est le diagnostic. On a déjà beaucoup parlé de Bâle 3 et de Solvency 2. Les investisseurs affrontent des conditions plus compliquées, les réglementations deviennent plus contraignantes. Et donc, je vais d'abord demander à Antoine de nous dire comment lui porte le diagnostic sur ce monde qui change. Merci beaucoup, Jean-Marc. Alors, j'espère que je ne vais pas redire ce qui a pu être dit lors de la table ronde précédente. J'ai assisté uniquement aux dernières minutes. J'espère qu'il n'y aura pas trop de redites, ou encore pire, que je ne vais pas dire le contraire de ce qui a pu être dit, surtout Ça fera du débat. Si le diagnostic était consensuel. Mais si on essaye de faire un diagnostic à grands traits de l'écosystème des PME et des ETI, je crois qu'aujourd'hui, objectivement, en France, la situation n'est pas absolument idéale, elle n'est pas optimale. Alors, je vais surtout m'attacher à la situation financière, mais il faut quand même avoir à l'esprit qu'il y a un deuxième facteur très important dans l'écosystème des PME et des ETI, c'est l'environnement juridique. Et encore une fois, je pense que c'est un sujet que vous avez déjà évoqué, mais il est clair que les entreprises ont avant tout besoin de règles simples, stables et mises en œuvre dans le souci de faciliter leur existence et non pas le compliquer. Alors ça paraît des évidences de dire ça, mais ça reflète un certain état d'esprit culturel qu'on n'a pas forcément tous complètement intégré, notamment du côté des décideurs publics en France. Bon. Parlons plutôt du second facteur de cet écosystème qui est l'environnement financier. Et là, il me semble qu'on a une situation qui, à certains égards, est assez préoccupante. Elle est préoccupante parce qu'on a des finances publiques très contraintes, tout le monde connaît la situation, et des finances publiques contraintes, ça veut dire quoi? Ça veut dire, 1, le risque de captation d'une partie de l'épargne par l'État pour financer ses déficits, et donc au détriment des entreprises, et c'est le risque ou la tentation de prélèvements supplémentaires sur les entreprises, parce que les entreprises, comme chacun sait, elles ne votent pas. Donc ces 2 éléments qui tiennent à la situation des finances publiques sont un premier élément de diagnostic un peu préoccupant. Et la situation n'est pas tellement plus encourageante du côté du financement bancaire, pour des raisons différentes. Vous avez évoqué, Jean-Marc, les nouvelles réglementations prudentielles, Bâle 3, qui
d'une manière ou d'une autre, et malheureusement le mouvement est déjà à l'œuvre, vont se traduire par un resserrement du volume de crédit accordé aux entreprises, en particulier les plus petites, parce que c'est celles qui sont peut-être les moins bien armées pour dialoguer avec leurs banques, un rétrécissement de la durée de ces prêts, alors même que les entreprises, notamment les plus petites et les moyennes, ont besoin de prêts d'une durée longue. Donc le diagnostic, il est un peu préoccupant. Jacques, premier avis qui est... Donc, on a déjà beaucoup parlé dans la table ronde précédente, effectivement, de Solvency II surtout et de Bâle III. Vous, comment est-ce que vous voyez la situation? Est-ce que dans les politiques que vous adoptez, dans les choix que vous faites, vous sentez déjà cette pression? Et quelles sont les voies que vous voyez pour essayer de continuer malgré tout à être actif sur les ETI et les PME? Sur la dernière question, il nous faudra beaucoup de courage et beaucoup de fonds propres. C'est ça que ça veut dire. Oui, alors je pense que René Ricol a, de façon assez synthétique, bien résumé la question, et en particulier sur Solvabilité 2, qui se traduit... Alors, il ne faut pas non plus jeter tout à la rue. Il faut revenir aussi à l'origine. Solvabilité 2, son histoire, c'est redonner de la confiance au marché en ayant une vision un peu plus fine et une analyse un peu plus fine de nos risques, et donc du capital qu'il faut mettre en face. Ça c'est, je crois, ce qui reste d'important dans Solvabilité 2, avoir un peu plus d'intelligence dans la mesure de nos risques. Là où ça s'est gâché, si je peux dire, où ça s'est compliqué, c'est quand on a commencé à vouloir mesurer l'exigence de capital sur un horizon de court terme, qui est d'un délai d'1 an, alors que nous, on fait un métier assez simple, on a des passifs qui sont, selon la nature des risques, de 5 à 8 ans, et puis assez bêtement, on met en face un actif qui va essayer de couvrir ce passif. Et c'est là qu'on voit que la difficulté intervient, surtout quand vous avez tout ça en valeur de marché, et donc, par définition, vous prenez de la volatilité dans votre marge de solvabilité. La marge de solvabilité, c'est ce qui intrinsèquement donne la confiance, c'est ce qui fait aussi qu'on est présent sur le marché, et c'est ce qu'on doit préserver. Donc, insidieusement, conjugué à d'autres phénomènes qui sont les IFRS, conjugué aussi quand même à la baisse des marchés financiers, le résultat est là, au bout de... Parce qu'on n'est plus en train de se poser la question, est-ce que vous allez investir moins en equity et en private equity? C'est déjà fait. Enfin, je ne voudrais pas juste... c'est fait. Donc, pour donner 2 chiffres, nous, je prends Allianz France, et je pense qu'on pourrait regarder toutes les entreprises et le marché français de la même manière. En 2007, 67% de notre actif, c'était de l'obligataire. En 2011, 80% de notre actif, c'est de l'obligataire. En 2007, 14% de notre actif, c'était de l'action. En 2011, c'est 6%. Alors, j'ai de la chance, moi, ce soir, parce que sur ce qui est PME et ETI, on était à 1,9, on est resté à 1,8. Vous direz, peut-être pour ça que je suis venu, je me suis dit, tiens, au moins sur ce sujet-là, je tiens encore le chemin. Mais vous voyez quand même comment... Sous la conjugaison, il y a quand même la baisse des marchés, il y a quand même la mise en place des normes IFRS et l'arrivée de Solvabilité 2, parce que des groupes tels que les nôtres sont des groupes évidemment qui se préparent à la mise en œuvre de Solvabilité 2, que ce soit reculé ou pas. La question c'est est-ce que ça va être amendé? C'est sûr qu'on peut le reculer, mais le problème c'est qu'un certain nombre de groupes vont vivre avec Solvabilité 2, ont déjà développé des modèles internes. Donc on voit que notre gestion d'actifs s'est déformée. Ça, je suis sur le diagnostic. Donc je ne suis pas encourageant. Simplement, je vous dis, est-ce il est certainement encore temps, puisque les choses ne sont pas figées dans le marbre, d'avoir une prise de conscience. Et moi, ma prise de conscience, elle est simple, c'est de dire, à un moment donné, il faut essayer de voir si au niveau, parce que tout ça se joue donc maintenant dorénavant à Bruxelles, est-ce qu'on arrive à réconcilier le besoin de confiance à l'origine de Solvabilité 2 et au fond, l'exigence également de soutien à la croissance. Et là, c'est réconcilier ce que j'appellerais du technique et du politique. C'est maintenant que les dernières négociations doivent avoir lieu. Comment on réduit la volatilité, en particulier dans le calcul de notre marge, de choc action. Sinon, on va avoir des bilans qui vont être, je dirais, alors j'allais vous dire moins risqués. En tout cas... Avec ce qui s'est passé récemment, on se pose la question, mais juste à titre indicatif, dans le même temps, nos OAT ils sont passés de 7% à 22% de notre actif.
juste pour tuer l'idée qu'on quittait aussi l'OAT. Faux. On essaye de revenir sur une marge de solvabilité qui fasse qu'on évite des mouvements de yo-yo sur la marge de solvabilité en tenant compte de ce qu'on anticipe être les règles du calcul de la marge de solvabilité. Parce que nous, notre rôle, il est assez simple, on est au confluent. Alors, je laisse de côté, quelqu'un a évoqué à juste titre la question de la fiscalité, parce que l'épargne de long terme, alors la fiscalité, je veux bien qu'on n'en parle pas, mais quand même, normalement, au moins, l'épargne de long terme doit être soutenue fiscalement par rapport à une épargne de court terme, parce qu'avec le long terme va le risque aussi, d'ailleurs, c'est le risque action. Si en plus de ça, comme le gros de l'assurance en France, quand même, l'assurance vie est un élément de soutien à l'épargne de long terme, donc à l'économie. Si en plus vous avez dans le même temps une incertitude fiscale, là vous voyez un peu la situation dans laquelle on peut se trouver. Bon, moi je suis là aujourd'hui pour vous dire que ce mouvement-là, c'est un mouvement qui n'est que la résultante soit de décision, soit de non-décision. Et donc vous avez encore l'espoir qu'on puisse éviter le pire? Non, mais je pense qu'à un moment donné, le politique, de manière générale, doit se réapproprier cette question-là. Ça ne peut pas être qu'un débat de techniciens, la question de solvabilité. Antoine, comment est-ce que vous réappropriez le long terme? Alors, on se réapproprie le long terme et surtout, on essaye d'en faire la promotion parce que j'ai effectivement dressé un tableau de la situation qui a pu paraître un peu noir parce que je crois qu'effectivement, la situation est un peu préoccupante. Maintenant, comme vous l'avez dit, on ne reste pas inactifs les uns et les autres. Et face à une mutation du modèle de financement des entreprises, en particulier des PME et des ETI, eh bien, il faut qu'on s'organise pour apporter de nouvelles réponses aux besoins qui existent. Alors, la Caisse des dépôts, elle, essaye de jouer un rôle aussi actif que possible dans cette perspective. Je crois que, et d'ailleurs je n'en tire aucune gloire, mais nous sommes maintenant de loin le premier investisseur de long terme en France, de très loin. Les derniers chiffres qu'on a récupérés montrent que l'an dernier, nous avons participé à 50% des augmentations de capital des PME en France. C'est pas bon signe. C'est sympathique pour nous, mais c'est pas bon signe. Le fait est que face à cette relative carence du marché en matière de financement des entreprises petites et moyennes, nous avons essayé d'organiser les choses. On pourra peut-être y revenir, mais notamment au travers du programme France Investissement. Vous avez cité plusieurs fois René Ricol et il a joué un rôle très important dans ce domaine. Nous venons de lancer avec les autres investisseurs, notamment assureurs de la place, la deuxième vague du programme France Investissement qui permettra sur le segment du capital risque au sens large, d'investir plus de 5 milliards d'euros d'argent public via la Caisse des dépôts et le FSI dans les 8 années qui viennent, ces 5 milliards ayant un effet d'entraînement très important sur d'autres apporteurs de capitaux. Et puis il y a un certain nombre d'autres choses qu'on a essayé de faire également, mais on y reviendra si vous le souhaitez. Sur le diagnostic du durcissement, est-ce que les hommes d'entreprise ont des remarques, des compléments à apporter à ce qu'ont dit les investisseurs, Jean-Claude ou Pierre? Sur quel durcissement? Sur le fait que les conditions de financement deviennent plus compliquées, que les nouvelles normes financières vont faire que ça va devenir plus difficile pour les entreprises de trouver écoutez, si je parle du terrain, parce que ma caractéristique numéro 1, c'est de rencontrer des milliers d'entreprises. C'est pour ça que je vous pose la question. J'ai encore pas vu, si vous voulez, les effets négatifs sur la PME de terrain, la PME de base, de ce qu'on est en train de dire. Bon, maintenant, René, ça fait 2 ans qu'il dénonce ça et qu'il prévoit ce qui va se passer. Mais très honnêtement, je ne peux pas dire que je l'ai vu. Pas encore. Peut-être que ça va arriver, mais on ne l'a encore pas vu sur le terrain. Non, en matière de financement, le sujet numéro 1 aujourd'hui, c'est quand même le comportement très français qui consiste à ne pas respecter les délais de paiement. Ça, vraiment, c'est quelque chose de terrible. Je voulais quand même vous dire sur ce sujet, et vous verrez que l'impact bancaire est très minime, et par rapport à ça, c'est que la somme du crédit court terme bancaire aux entreprises, c'est 350 à 400 milliards d'euros. Entre les entreprises, c'est 1500 à 1600 milliards d'euros.
4 fois plus. 10 jours de retard de délai de paiement, parce que c'est une pratique organisée par certaines grandes entreprises, évidemment, des directions financières scélérates qui mettent en place ces systèmes, qui évidemment se redécalent dans tout l'ensemble de l'édifice, bien sûr, parce que si je ne suis pas payé, je ne paye pas mon fournisseur. Et puis si je ne le paye pas, il ne paiera pas le sien. 10 jours de retard, dites-vous que c'est 80 à 100 milliards d'euros. Et que ce crédit inter-entreprise dont René a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le cœur du sujet. Comment voulez-vous que le système bancaire, sous toutes les formes, le système même financier, puisse apporter ce déport qui peut se produire 10 jours, 80 milliards d'euros? Vous voyez bien, donc il faut aller sur ce qui est la juste cible sur ce sujet. Et là, comme le disent nos amis de Croissance Plus, le durcissement en matière de paiement, oui, je le vois, il existe, il n'est pas du côté des banquiers, il est du côté des entreprises elles-mêmes. Donc ça, c'est les chiffres qui figurent dans le rapport. En 2011, 39% des grandes entreprises ont réglé leurs fournisseurs en moyenne dans un délai de 60 jours et 15% ont payé à plus de 90 jours. Et donc ça, évidemment, on est dans des ordres de grandeur qui rendent les choses tout à fait compliquées pour les entreprises qui attendent cet argent. Donc on est passé effectivement maintenant du côté entreprise. Pierre, vous avez vu le rapport de l'Institut Montaigne, il y a un certain nombre de propositions. Donc, sur les délais de paiement, simplement faire appliquer la loi, ce qui peut paraître basique et qui, en fait, est compliqué. Et puis aussi des choses sur l'affacturage, et demander notamment aux assureurs crédits de donner un préavis, d'introduire un préavis quand ils retirent leur garantie et de motiver ce préavis. Est-ce que ça vous paraît aller dans le bon sens? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous paraissent manquer dans les propositions du rapport? Bon, déjà, effectivement, je ne peux que rejoindre le constat de Jean-Claude. On le partage depuis suffisamment d'années tous les deux et on porte ce même message depuis suffisamment de temps pour pouvoir le redire. Oui, on a un réel problème de crédit interentreprise en France aujourd'hui. Pour moi, ce problème n'est pas également réparti. Comme tu le disais, Jean-Claude, il y a des gens, parce que c'est quasiment au niveau de la personne, des gens, des entreprises, des patrons, des directeurs financiers qui comprennent ce problème-là et qui luttent contre ça. Et on a à côté de ça des entreprises, des gens, des directeurs financiers qui ne le comprennent pas et qui vont dans le sens inverse. Ce qui, à la limite, pour ceux qui le font bien, est une catastrophe. Moi, je peux vous dire aujourd'hui, j'ai des fournisseurs qui sont en danger, non pas parce que moi je ne les paye pas, mais parce que d'autres de leurs clients ne les payent pas. Et donc, ça a des répercussions sur moi, parce que le pire qui puisse arriver à un directeur achat, ce n'est pas de payer trop cher. Le pire qui puisse lui arriver, c'est de perdre son fournisseur. Parce que là, on perd immédiatement tout ce qu'apporte le fournisseur, toute sa contribution, toute la valeur ajoutée. Et ça a des conséquences infiniment plus importantes que d'avoir payé un petit peu plus cher le fournisseur. Donc oui, le délai de paiement, je crois que la première chose, c'est effectivement s'assurer, pousser, hurler, crier, tout ce qu'on a pu faire jusque-là pour qu'on respecte la loi. Et malheureusement, ça n'est pas uniquement dire on respecte la loi, parce que les gens trouvent des manières diverses et variées pour la contourner. Il suffit d'aller facturer de l'étranger, de se faire payer à l'étranger pour contourner la loi française. C'est d'une simplicité absolue, mais ce qui prouve bien qu'on est dans les comportements. Tant qu'on n'a pas cette prise de conscience, on ne fera pas changer les choses. À partir de là, effectivement, les solutions proposées par l'Institut Montaigne dans le rapport sont bonnes pour essayer de compenser en partie. Mais il faut aller plus loin. Il faut tuer le problème plutôt que simplement essayer de le compenser. Et évidemment, tant que le problème existe, essayons malgré tout de le compenser en améliorant la facturage, etc., etc. Je pense que ce sont des bonnes solutions, mais ça n'élimine pas le problème à la base, qui est un problème, encore une fois, de comportement sur lequel il faut qu'on se batte. Alors, on entend dire, moi je vois évidemment beaucoup moins de chefs d'entreprise que Jean-Claude, mais on entend dire même à un certain nombre d'endroits qu'il y a des petits signes un peu encourageants, qu'il y a un certain nombre d'entreprises, de grandes entreprises, qui commencent à prendre conscience de ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'à force de serrer le kiki, si vous me permettez cette expression, ça finit par devenir très compliqué, qu'on finit par perdre des bons fournisseurs, et donc qu'il y a des entreprises qui commencent à faire un petit peu différemment et à se poser des questions différemment. Est-ce que vous le voyez à travers, pas celles que vous payez en temps et en heure, mais celles que certains de vos concurrents... On voit des changements. Alors, je vais vous donner 2 exemples d'initiatives fortes qu'on a mis en place. Alors, une avec Jean-Claude et d'ailleurs avec René à l'origine, qui est la charte de bonnes pratiques. Quand je dis nous, j'ai aussi une casquette de président de l'Association des acheteurs de France. Donc, je porte quand même la parole d'un certain nombre d'acheteurs, de grands acheteurs, qui veulent faire changer les choses. Et avec Jean-Claude, avec René, on a écrit une charte qui est aujourd'hui signée par plus de 240 entreprises. Ce qui prouve bien quand même qu'en France, il y a des grandes entreprises complètement conscientes de l'intérêt, de l'importance de cette démarche. Je suis sûr que Jean-Claude reviendra là-dessus.
Autre initiative que je porte aussi, c'est le pacte PME. Alors, pacte PME, c'est en complément de avoir des bonnes pratiques et bien travailler, c'est aller plus loin, c'est identifier des PME innovantes et les faire grandir pour les transformer en ETI performantes, innovantes, exportatrices et bien sur les marchés français et à l'export. Donc vous voyez, 2 initiatives qui donnent pleinement l'impression, et je pense que c'est plus une impression, c'est une réalité, moi aussi j'échange pas mal avec les PME et Croissance Plus avec d'autres, qu'il y a des choses qui bougent. Malheureusement, évidemment, il en reste encore pas mal à faire. Jean-Claude, pour compléter. Oui, ce que dit Pierre est tout à fait juste. Mais il y a quand même une dimension culturelle française, il y en a beaucoup, mais en voilà encore une. Vous savez, j'aimerais rapporter une phrase de Churchill, 1937, qui disait: en Angleterre, tout est permis sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit sauf ce qui est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. Eh bien, c'est ça le problème. Il est là. Mais ça nuit à la compétitivité globale de la France, ce comportement. Il est clair. Alors maintenant, il y a un médiateur qui leur tombe sur le poil tout de suite. Et entre parenthèses, je voulais dire à Croissance Plus que le meilleur taux de succès que nous avons dans les réclamations des entreprises, c'est sur les délais de paiement. Parce qu'un seul coup de téléphone à un grand patron d'achat, lui disant: dis donc, là, ça fait 3 semaines que tu n'as pas payé, il paye tout de suite. Ça, donc, c'est quelque chose qui se règle vite et facilement. Et donc, n'hésitez pas à consulter et à interroger la médiation et mes équipes pour régler ces problèmes-là. Mais des choses changent, vous avez raison. Des choses changent actuellement, on a moins de gros problèmes, et puis surtout j'ai la chance d'avoir un relais formidable avec les directeurs généraux et les présidents des grands groupes qui, dès qu'on les appelle, agissent tout de suite pour remettre dans la légalité les équipes. Jusqu'à maintenant, ça n'existait pas, ce bouclage en fait, comme avec René on l'avait créé dans la médiation du crédit, qui permettait en fait aux états-majors de banque de savoir ce qui se passait sur le terrain et les conséquences de leurs décisions parfois regrettables. Et là, on est dans le même dispositif de bouclage, et merci une fois de plus à beaucoup de grands directeurs et présidents que je rencontre tous systématiquement qui jouent le jeu. Ça, c'est encourageant. Antoine, vous vouliez... Non, juste un mot pour prolonger ce qui vient d'être dit et confirmer cette évolution très forte, je crois, qui est à l'œuvre depuis 2 ou 3 ans, depuis le début de la crise de financement des entreprises, dans les relations entre les grands groupes et leurs sous-traitants. C'est l'émergence de fonds sectoriels ou de fonds de filières qui ont joué dans certains cas déjà un rôle absolument décisif pour consolider des filières avec l'aide des grands groupes de tête, si je puis dire. L'exemple le plus caractéristique, c'est évidemment celui du FMEA, le Fonds de modernisation des équipements automobiles, qui a été mis en place par Renault, PSA et le FSI, et qui a littéralement sauvé des dizaines de sous-traitants qui auraient été asphyxiés s'ils n'étaient pas intervenus. Et ça, alors au-delà du fait que les pouvoirs publics ont un peu incité, évidemment, ces initiatives, ça dénote, je crois, un vrai changement culturel. Et c'est des initiatives de ce type qui me conduisent à dire que tout n'est quand même pas perdu. Sur la logique de filière, est-ce que ça parle aussi aux investisseurs ? Jacques, est-ce que vous, dans les choix d'investissement qui sont faits, est-ce que la prise en compte de la filière, c'est quelque chose qui existe ou qui est hors champ ? Non, ce qui est pris en compte, c'est le secteur. Et donc, on peut retrouver à travers le secteur la question de la filière. Aujourd'hui, c'est vrai que, pour le coup, comme on est dans les ressources rares, on va être beaucoup plus qualitatif et on va peut-être avoir des choix qui sont plus sectoriels qu'ils ne l'étaient par le passé, et avec des partis pris qui tiennent compte de l'économie du pays. Alors j'en profite pour dire qu'effectivement, du coup, dans cette période-là, nous avons fait le choix, nous, de suivre effectivement FSI 2020 et de participer à ce mouvement qui est initié au départ avec la Caisse des dépôts, pour justement nous intégrer ensuite dans la question des secteurs et des filières. Ça fait partie de nos choix. Je voudrais aussi indiquer qu'il n'est pas exclu, et je pense qu'il ne faut pas renoncer à l'idée que les assureurs demain se mettront également à investir dans ce qu'on appelle, nous, le corporate. On investit beaucoup dans les obligations corporate. Et puisque tout à l'heure, ça a été évoqué, je crois que les assureurs peuvent être sensibles demain à des solutions qui leur permettraient de financer les PMI ou les PME au sens large, également
en termes de dette. Voilà, c'est quelque chose qui est peut-être nouveau, mais qui est aussi une déformation de Solvabilité 2. Façon de contourner. Et nous sommes également signataires de la charte. Oui, et je vous en remercie. Avec un médiateur interne qui me tient informé s'il y a le moins de problèmes. Qui est très très bien. Sur la logique de filière, Jean-Claude, est-ce que vous trouvez que dans le rapport, il y aurait eu moyen d'aller plus loin? Est-ce qu'il y a des propositions qui vous semblaient manquer, ou est-ce que l'essentiel? Je trouve que votre rapport traite bien le sujet du financement, en fait, du soutien, mais bon, c'est pas le financement qui fait tout, hein. Il faut les activer, cette entreprise, il faut les bouger. Donc il y a un travail considérable qui a été fait à l'initiative de l'État. C'est quand même les États généraux de l'industrie qui a conduit aujourd'hui à l'existence d'une conférence nationale d'industrie, présidée par Jean-François Dehecq. Et il y a eu tout un travail de structuration de 12 filières où la notion d'écosystème se met en place avec des outils transverses, notamment ceux que René a apportés de financement d'entreprises à travers de plateformes collaboratives pour les forcer à se regrouper, ce qui nous amènera à terme à voir des fusions, des tailles des entreprises plus grandes. Parce que quand on dit regroupez-vous, évidemment, il ne faut pas que ça reste un vœu pieux, c'est plutôt des billards à 3 bandes, c'est-à-dire on leur dit travaillez ensemble, ça veut dire connaissez-vous, identifiez-vous, et puis ensuite regroupez-vous. Et c'est ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai beaucoup d'espoir sur les travaux des États généraux de l'industrie, sauf que, inquiet, préoccupé de savoir si ça va continuer avec les échéances politiques que nous connaissons, et que j'entends parler de l'autre côté, que le côté qui a lancé les États généraux de l'industrie, que j'entends parler qu'on va refaire des assises de l'industrie et on va redonner de l'instabilité à l'ensemble et de l'insécurité à l'ensemble du système. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est consolider ce qui a été fait, ce qui est construit, qui est en train de prendre forme, qui est en train de démarrer, dont on voit les premiers résultats intéressants. Et Dieu sait si René, dans le Grand Emprunt, s'est attaché à ce qu'à partout dans ces filières, on donne les moyens en matière de R&D pour que tout ça puisse se dynamiser, s'agréger. Eh bien, les choses sont le squelette est là, le squelette est en train de s'épaissir. Et si jamais on reconnaît Martout, je peux vous dire que dans le monde de l'industrie, on ne croira plus jamais. Là, on a réussi à les mobiliser. 5000 personnes ont travaillé sur le sujet. Qu'est-ce que l'on fera en recommençant encore à vouloir donner, dire on va faire autrement, on va régionaliser? Enfin, moi, cette histoire des 22 régions qui sont des micro-acteurs économiques, c'est terrifiant. Dans un monde où la France est devenue toute petite, elle n'est plus que 3,5% du marché mondial, penser à rediviser en 22, vous voyez la force qu'on va se donner quand il faut se battre au plan mondial. Il y a un sujet et un risque demain matin considérable. Et voilà, donc là-dessus, on parlait d'insécurité fiscale et sociale. Moi, j'utilise le mot insécurité, vous voyez. Insécurité fiscale et sociale aux entreprises. Mais si en plus, sur tous les travaux qui ont été faits, sous prétexte qu'il n'a pas été fait par la même couleur, on recommence tout, vous voyez un petit peu ce que ça veut dire. Donc j'espère que tout le monde... Je vais voir tous ces gens et je leur dis surtout, ayez la sagesse de continuer ce qui est construit, parce que nous, les industriels, on commence à y croire. On commence à croire que la France reprend sa couleur industrielle. Et surtout, ne nous décevez pas. Alors, maintenant, on va regarder sur un autre versant du financement. On a parlé des relations entre entreprises. On va parler des manières d'amener de l'argent via la finance. Et dans le rapport de l'Institut Montaigne, il y a des propositions à la fois sur les obligations, sur les émissions obligataires pour les faciliter, pour les renforcer. Parce que là, il y a une vraie faiblesse en France, qui n'est pas nouvelle. Et puis, il y a également des propositions pour créer de nouveaux opérateurs boursiers qui seraient dédiés aux PME et aux ETI. Donc, je voudrais d'abord demander à Dominique Thirouty comment lui, il lit ces propositions de son poste de dirigeant d'une place boursière. Eh bien, avec beaucoup de plaisir, d'intérêt et d'enthousiasme. Alors, si je resitue le problème avec mes propres mots, c'est un des sujets d'extrême importance, on le sait tous. 80% des jobs ces 20 dernières années en France, comme en Europe pratiquement, ont été créés par des PME ETI. 99% de leur financement est assuré soit par des crédits bancaires, 97%, et 2% de private equity. Je vois M. Schrick dans la salle. Mais ça veut dire donc 1 seul % par l'accès au marché boursier. Donc, quand on connaît la pression qu'il y a sur les prêts bancaires, on imagine l'ampleur et le challenge pour la société et l'économie, on imagine l'ampleur de la tâche. Donc, c'est un sujet d'extrême importance.
Ensuite, du coup, personne ne peut être content, quoi qu'on pense qu'on ait fait ces dernières années, nous, Nice Euronext ou Xavier Rollet dans ses géographies. Personne ne peut être content du nombre de PME, comme je viens de le dire, qui accèdent, en tout cas en France, au marché boursier. 1% des financements, c'est pas assez. J'y reviendrai. Alors du coup, que sont les grands freins pour essayer de donner notre point de vue et comment on peut les traiter, en tout cas comment on s'y emploie et quel est le maître mot que je dégagerai de ça. Il y en a 4 pour qu'on ait les idées claires d'après moi. Le premier, c'est ce que je vais appeler les difficultés pour aller à la cote. Donc c'est les forces de frottement, les frictions générées par un écosystème, mais également des mentalités, un état d'esprit français qui est extrêmement compliqué. Je ne vais pas être trop prolixe ce soir, mais ça veut dire que l'interlocuteur privilégié d'un patron de PME qui se lève tous les matins et qui n'a pas du tout 50% de son temps à investir pour aller s'introduire en bourse, que ce n'est pas quelque chose de naturel, qui au demeurant n'aime pas forcément l'aspect de transparence que le monde boursier réglementé va lui demander, on peut le comprendre. En fait, il s'adresse à son banquier qui, pendant des années, a eu le réflexe de lui proposer des crédits bancaires, on le comprend, etc. Donc tout ça est un écosystème qui n'est pas vraiment dirigé vers vendre le produit bourse. On parle également de toutes les problématiques et complexités de réglementation, alors qui sont là pour protéger les investisseurs, mais enfin tout ça fait un ensemble de forces de frottement, de friction, qui n'est pas vraiment encourageant, et surtout un monde extrêmement fragmenté dont nous faisons partie. On pense que notre rôle est de fédérer cet écosystème. On a essayé de le faire en créant des réseaux de leasing sponsors, d'avocats en droit boursier, d'experts comptables en ce moment, en finançant les régions, en finançant d'autres organismes comme l'Observatoire des PME, mais on a un premier sujet qui est cette fragmentation pour aller jusqu'à la cote, première base, donc jusqu'au marché primaire. Il y a un deuxième sujet qui est plus simple à comprendre, qui est le coût. Une fois à supposer que ce parcours de combattant a été effectué par le chef d'entreprise, le coût des levées primaires, c'est-à-dire la première fois que vous accédez et que vous cotez, c'est 7,6% pour une levée de 10 millions d'euros. 7,6%. Finalement, les chefs d'entreprise avec qui j'étais encore à Lyon aujourd'hui disent qu'ils y trouvent leur compte, mais en mettant d'autres critères comme la visibilité, n'empêche que c'est beaucoup trop cher. Il faudrait baisser ça de 2-3 points. Alors, juste, je ne cherche pas à me défendre, mais Xavier pourrait confirmer ça, mais la part de Nice Euronext dans ces 7,6%, c'est 0,4 points. Donc on parle en fait à nouveau d'un problème d'écosystème où il manque, et alors je jette la pierre à personne, une autorité qui puisse rassembler l'écosystème et dire, alors d'où viennent ces coûts, ces banques qui présentent les deals, les avocats, les experts comptables, etc., les agences de communication, et personne ne cherche à faire mal, mais la résultante de tout ça, c'est 7,6%, n'empêche que pour un chef d'entreprise, c'est beaucoup trop cher, et donc il faudrait une autorité qui réunisse cet écosystème en disant, dites les gars, vous vous serrez tous, un pas en avant, alors on le fera, et baisser ça 3 points. Même chose sur les levées secondaires, avec un deuxième problème, c'est que 7% des entreprises qui sont cotées chez nous, donc il y en a plusieurs centaines, il y a 800 PME ETI qui sont cotées sur nos marchés, 7% seulement utilisent les levées, je parle des PME ce coup-ci, les levées secondaires. Donc c'est un outil dont il faut faire la promotion, et là à nouveau c'est moins cher, c'est 3-4%, mais c'est à nouveau 1 point ou 1,5 point de trop, il va falloir nous. Et là à nouveau notre facturation à nous est marginale, c'est un pouillème, c'est 0,2 de ce 4%, donc voilà un deuxième sujet qu'il faut traiter. Il y a un troisième sujet qui est fondamental, on l'a dit et redit, alors ça c'est mon grand satisfait quand je lis le rapport de l'Institut Montaigne, bravo, j'ai pas eu la chance d'y participer et je le regrette, mais bravo, c'est un énorme problème qui est le problème des investisseurs et de la liquidité, et en particulier sur des places comme Paris. Là aussi je pense que Xavier parlera de la place de Londres qui est bien plus riche en la matière, qui bénéficie de l'effet City, et tant mieux. Mais on a un déficit d'investissement à Paris et sur un certain nombre de places du point de vue investissement qu'il faut traiter. On pourrait rentrer dans le détail parce que c'est un long sujet, mais c'est un problème qui est dramatique et on pourrait traiter tout le reste avec excellence. Mon credo, ma conviction, c'est que ça ne traiterait pas le sujet si on ne ramène pas les investisseurs. Et je suis de votre avis, on ne pourra pas faire, je comprends ce qui a été dit dans la table ronde précédente, mais on ne pourra pas faire l'économie d'une politique fiscale ou d'incentive qui redirige l'épargne longue sur les PME ETI, parce que naturellement, je ne peux pas développer ça prendrait trop de temps, tout concourt à l'en éloigner. Donc il va falloir la ramener, sinon on n'y arrivera pas. Et ça, c'est un problème qui est vraiment critique. Et puis il y a un quatrième sujet qui est là plus directement notre cœur de métier, qui est la qualité des marchés, leur liquidité, leur stabilité, leur intégrité, l'innovation. Vous avez parlé d'obligataires, donc on a annoncé et on lance une offre obligataire dédiée aux PME, mais en connectant les investisseurs particuliers qui eux aussi ont délaissé les marchés. On a perdu 2 millions d'investisseurs particuliers en quelques années, donc il faut les reconnecter. Donc ça, c'est notre travail que de créer avec d'autres acteurs des produits nouveaux, à l'instar des Allemands par exemple, et de dynamiser tout ça. Le dernier point, juste pour qu'on remette ça en perspective, c'est que
Tout ça, malheureusement pour nous, Antoine le disait, se passe dans une période qui est on ne peut plus chaotique. On a enchaîné, là je parle de ce qui se passe sur la planète et des marchés financiers, pas du tout des bourses, hein, je parle des marchés financiers. La chose la plus terrible qu'on ait vue en succession de crises depuis 2008, et donc tout ceci ne contribue pas à rassurer le patron de PME ETI pour aller en bourse. Je citais ça dans une réunion qu'on avait l'autre jour. En septembre dernier, on était avec Jean-Pierre Jouyet, patron de l'AMF, en train de faire une présentation à un pater de chefs d'entreprise à Lyon. On était, lui et moi, sur nos BlackBerry pour savoir ce qui se passait. On était même incapables d'expliquer ce qui se passait sur les marchés. On était connectés avec nos équipes. Et bien à la fin de la séance, quand on dit aux patrons de PME, venez en bourse, on va vous y aider, on a créé des réseaux de listing sponsors, etc. Et que les patrons de PME voient que même la BNPP est en train de se faire tailler en morceaux, ben leur truc c'était, c'est vous êtes sympa, mais je vais attendre quelques années peut-être. Et c'est très difficile et on y travaille de voir. Donc voilà comment je définis le sujet. Je vais laisser le débat se poursuivre parce qu'il y a plein de solutions qu'on a essayé d'amener. Je sais visiblement, on n'a pas dû communiquer suffisamment bien pour expliquer tout ce qu'on faisait de manière engagée. C'est pour nous cœur de métier fondamental, donc on continuera à le faire parce qu'encore une fois, on considère que c'est gravé au fronton de notre mission. Sur le produit assez intéressant que vous avez essayé de lancer, donc l'obligataire, en essayant de connecter ça à nouveau avec les particuliers, ça marche assez mollement apparemment. Alors, il y a des succès. Je pense que la référence en Europe, ça a été lancé il y a 18 mois. Ça s'appelle Bond M. Ça a été lancé par Deutsche Börse. Et donc, c'est à peu près ce que les autres places, je le dis très clairement. Nous, on a annoncé ça en septembre, donc après eux. Et les premiers deals ou les premières émissions vont arriver pour les sociétés qui sont cotées chez nous, et donc pas encore pour celles qui ne sont pas cotées chez nous, dans les semaines à venir. Avec une prudence, il y a une juriste qui a fait cette remarque-là. Je sais que je suis rabat-joie quand je dis ça, mais par exemple, en arrivant, j'ai eu sur mon BlackBerry que la première société dans ce business obligataire chez les Allemands a failli cet après-midi. Ce qui fait, vous comprenez ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il suffit d'un ou deux cas comme ça. Et donc on est partagé entre l'envie d'aider des PME à émettre de l'obligataire et puis le fait que si on prend une prune, eh ben, il va falloir expliquer, comme vous le disiez à Madame Michu, ou à l'investisseur, pas de pont, c'est raté. Et donc c'est ce qui explique la prudence des gens comme l'AMF qui font un boulot remarquable et difficile. Et il va falloir trouver une bonne mesure entre aider les émetteurs et protéger les investisseurs. Et encore une fois, parce qu'on paiera la destruction des marchés boursiers si les investisseurs s'estiment lésés. Enfin, je crois que chacun peut le comprendre. Si vous investissiez dans une PME et que 6 mois après, vous paumez tout votre argent, puisque c'est ça dont on parle, il est vraisemblable qu'aucun d'entre vous n'y retournerait. Donc, c'est pour ça que, en tout cas en ce qui me concerne, on est peut-être lent mais prudent, mais nul doute que c'est un sujet qu'il faut développer parce qu'il n'y a pas d'autre issue. Ce n'est pas uniquement avec de l'action qu'on le traitera, il va falloir développer l'offre obligataire. Alors Xavier, vous êtes dans le même métier que Dominique, mais avec un double décalage. Effectivement, vous êtes à Londres et puis vous avez co-présidé le rapport. Donc par rapport à ce que disait Dominique, et par rapport au travail que vous avez fait dans ce groupe, qu'est-ce qui vous frappe? Qu'est-ce qu'il y a comme complément? Qu'est-ce qu'il y a comme point saillant? Et d'une part, ça a été un plaisir de participer aux travaux de ce groupe en parallèle, comme vous le signalez. Il marche, oui. En parallèle, j'ai participé aux travaux d'une commission du gouvernement britannique qui s'appelle la commission Breeden, qui vient d'ailleurs de publier cette semaine son rapport, qui avait exactement le même sujet, le financement des PME et leur contribution à l'économie. Donc ça m'a donné une perspective transmanche, avec des points parallèles, notamment les délais de paiement. Je signale à ce titre l'excellente performance du gouvernement britannique qui paye ses factures à 8 jours, et en moyenne. On ne comprend absolument pas de quoi vous voulez parler. Continuez. Donc, cela dit, les travaux en fait, ont permis d'accentuer, je pense, un point d'optimisme important, qui est la prise de conscience des décideurs politiques, notamment à Bruxelles, de l'importance du financement des PME. Et on en revient toujours aux mêmes points, qui sont des points de lenteur, qu'elles soient réglementaires, administratives, de coûts. Et je souscris au point que Dominique vient d'exprimer, que les bourses sont parfois l'objet de blâme en ce qui concerne ces coûts, mais qu'en fait, les coûts de listing sont en fait mineurs par rapport à la totalité des coûts impliqués. Même si les coûts en Angleterre sont plus faibles, dans l'ensemble, les coûts restent beaucoup trop élevés. Et la Commission, et notamment les travaux engagés par Monsieur le commissaire Barnier,
ainsi que l'ESMA sont très encourageants, puisque je pense qu'on va voir émerger un statut d'émissions et de plateformes spécialisées pour les PME ETI, qui va permettre, à mon sens, de rationaliser l'étendue des travaux de communication et notamment des coûts régulatoires et d'émissions, et faciliter le recours au marché. Alors, on a beaucoup parlé, y compris dans le groupe précédent, des problèmes macro, des problèmes structurels. Je ne vais pas rappeler les points sur Solvency II, sur BAL 3 et d'autres. Il reste cependant, en termes de ce que nous appelons la microstructure, c'est-à-dire les métiers de marché, les métiers boursiers, un certain nombre d'éléments fiscaux, par contre, qui continuent de pénaliser la liquidité sur les marchés secondaires. Et ce n'est pas uniquement, bien entendu, la structure en ce qui concerne la fiscalité, le coût d'opération des entreprises, qui est en effet très élevé, mais c'est aussi le problème de traitement inégal de la fiscalité des instruments de dette par rapport aux instruments d'equity, avec d'un côté, bien entendu, la déductibilité fiscale du recours à la dette, qui encourage le nombre de bulles, mais aussi, bien entendu, les coûts afférents aux actions, que ce soit les revenus, la taxation sur les dividendes, la taxation sur les plus-values, et en Angleterre, la taxation, le droit de timbre, qui réduit très très fortement la vélocité naturelle du turnover sur les actions et, bien entendu, augmente le coût du capital, notamment pour les sociétés technologiques, par rapport notamment au marché américain. Et là, il y a des sujets techniques qu'il faut analyser et notamment considérer leur impact sur les coûts frictionnels, les coûts de transaction. Je pense qu'en Europe, d'une manière générale, il y a beaucoup de travail à faire. Alors, d'une manière pratique, que peuvent faire les organismes de type boursier ou opérateurs dont le métier est de favoriser la formation du capital et l'émission du capital? Je pense que d'une part, il y a un travail très très important d'éducation. D'éducation, pas dans un sens pompeux, didactique, mais les PME qui se destinent à une émission de capital, que ce soit de l'actionnariat ou de la dette. D'ailleurs, à l'intérieur de notre groupe, nous opérons 2 plateformes en Italie et en Angleterre. La plateforme actionnariale a réussi de manière importante en Angleterre et nous venons de lancer, il y a un petit peu moins d'1 an, une plateforme obligataire. En Italie, c'est l'inverse. Nous avons lancé une plateforme actionnariale il y a 2 ans. Elle se développe assez lentement, bien entendu, dans un contexte de crise, alors que la plateforme obligataire qui a été lancée il y a 5 ans est en plein essor. Depuis le 1er janvier 2012, sur notre plateforme italienne, 315 nouvelles émissions d'obligations d'entreprises ont été lancées pour un total de levée de capitaux de 89 milliards d'euros. Donc c'est véritablement un marché en pleine expansion, alors que le marché actionnarial est beaucoup moins développé. En Angleterre, on a l'inverse. Donc on a 2 expériences très intéressantes de ce côté-là qui nous permettent de comparer les niveaux d'évolution. Il est très certain que pour l'actionnariat, avoir une structure qui permet, là je peux bien entendu me permettre de parler en plus de détails de l'Angleterre, qui est un pays que je connais bien, la France que je connais moins bien, mais en Angleterre, nous avons un réseau régional très important, avec des conseils d'administration régionaux, des opérateurs financiers, des commissaires aux comptes, des sociétés, des investisseurs privés, qui permettent à une période importante dans la vie des entreprises, au moment où elles considèrent la levée de capitaux, plusieurs années à l'avance, de les conseiller à la préparation à l'émission. Et là, il y a un travail à la fois technique, juridique, bien sûr, financier, mais aussi psychologique, qui est très, très important. Et bien que je sois tout à fait d'accord avec l'analyse de la concurrence pour le capital qui est aujourd'hui globale, il est très important d'analyser les tissus économiques régionaux, notamment dans le domaine de l'innovation et dans le domaine universitaire. La recherche universitaire a un impact très, très important sur la création d'entreprises à forte valeur innovante, et de permettre, bien entendu, à ces créateurs d'entreprises, surtout s'ils ont une formation essentiellement académique, universitaire, de se préparer
à la logique des marchés, à la logique financière. Donc ça, c'est un point important. Les problèmes de coûts aussi sont très importants. Et là, il faut faire un travail important avec les régulateurs, avec les autorités européennes. Et je pense que finalement, il faut aussi regarder, analyser les poches de capital existantes aujourd'hui qui sont sous-utilisées. Parce qu'il en revient aux hommes politiques, aux hommes et femmes politiques, aux décideurs politiques de prendre les grandes décisions fiscales. Mais il y a aujourd'hui en Europe 2000 milliards d'euros de capitaux non utilisés qui sont sur les bilans des grandes entreprises et qui recueillent un rendement très très faible. Alors la réaction première, c'est souvent dire les grandes entreprises pourraient prêter aux petites entreprises. Et c'est vrai qu'elles s'organisent pour le faire, qu'en France, en Angleterre et ailleurs, on note des initiatives intéressantes. Mais elles pourraient aussi investir dans l'equity, dans les fonds propres de société, et de créer à l'échelle européenne une sorte d'investment tax credit, de crédit d'impôt qui permettrait aux grandes entreprises disposant d'excédents de liquidité de prendre une part du capital des petites entreprises, parce qu'elles sont en mesure d'analyser la valeur de leur technologie. En général, comme elles travaillent sur les mêmes métiers, elles sont parfois mieux même que des investisseurs en mesure d'analyser la qualité de la recherche scientifique qui sous-tend l'innovation de ces PME, et en prenant des participations minoritaires, 10, 15, 20, 30%, très souvent elles permettent à ces entreprises de voir le jour. Et là, je pense qu'il y a un véritable sujet à l'échelle européenne qui n'est pas forcément directement lié à la logique boursière, mais qui pourrait bien entendu venir la renforcer. Jean-Claude, une réaction là-dessus? Je voyais boire du petit lait et ensuite peut-être je bois du hésiter un petit peu. Non, je bois du petit lait. Mais le mouvement a commencé en France, notamment en equity, de la part de grands groupes qui ont fait des petits fonds. Il y a Saint-Gobain qui en a fait un, il y a Airbus, Safran qui en a fait un. Enfin, ça commence. Mais je souris quand dans les Échos, au mois de mai dernier, il y avait un grand titre parce qu'en fait, il y avait 144 milliards d'euros d'excédents de trésorerie non utilisés de la part des 34 grands groupes industriels français. Et la question des analystes, que va faire cette masse, vers où elle va aller? Vous voyez, c'est quand même extraordinaire tout de même qu'on soit arrivé là. Alors, ils vont gagner leur argent partout autour de la Terre. Il n'est pas dans mes propos de dire que ils ont ponctionné leurs fournisseurs français. C'est complètement faux. Leurs performances, elles sont acquises ailleurs. Et alors, je rapporte aussi un propos d'un de ces très grands patrons que j'aime beaucoup, qui un jour arrive au conseil de notre organisation professionnelle et dit voilà, j'ai 11 milliards d'excédents de trésorerie, ça va très bien. Et la semaine d'après, le mois d'après, la réunion d'après, le mai est sorti, il est venu en râlant en disant ça va me prendre 1,3 milliard d'euros. Mais il a dit mais en fait, tu nous as dit que tu en avais 11 de trop. Tu peux quand même en mettre un 3 dans la réduction des délais de paiement à tes fournisseurs pour qu'ils tournent mieux. Mais cet homme remarquable, grand humaniste, ancien grand commis de l'État, vous voyez le réflexe en fait. Aujourd'hui, il en a 15 de trop. Malgré que la LME lui ait fait redonner 1,3 milliard de trésorerie, court terme assez fiosseux. Mais là, il y a une vraie ressource, mais je voulais vous dire, monsieur, que c'est là-dedans. La ressource grande entreprise est dans le rapport. Donc ça, c'est très bien. Je suis très content. Moi, je prêche ça parce qu'il y a une vraie ressource. Et puis, quand on dit aussi à ces grands patrons, combien ça te rapporte, l'excédent de trésorerie, qui disent, 1% net. Elle dit, mais si tu les mets chez tes fournisseurs, ça va te rapporter beaucoup plus, bien sûr. Là, il y a un vrai gisement de financement et que j'étais très heureux de voir apparaître dans le rapport de Montaigne. Je voulais poser une autre question à Xavier. Vous avez parlé de l'Italie avec le succès de cet obligataire. J'ai tendance à croire que quand la France a basculé du côté britannique ou du côté italien, elle bascule plus facilement du côté obligataire italien que du côté equity britannique. Est-ce qu'il y a des leçons à en tirer pour la France de ce qui a été fait en Italie? D'une part, l'initiative italienne remonte à 5 ans. Ça a pris 3 ans vraiment pour que le marché démarre. Donc ça prend du temps. Il y a un travail d'éducation, un travail de promotion en profondeur dans les régions avec les opérateurs économiques. Le marché italien a aussi une caractéristique assez importante qu'en termes d'activité, donc d'investisseurs, ce qu'on appelle retail individuel, à peu près 40%, c'est le marché individuel le plus actif en Europe, en pourcentage de la liquidité totale. Et là, il y a eu un très très gros travail des grandes sociétés bancaires donc, qui ont les réseaux,
en collaboration avec la bourse italienne, pour promouvoir ce produit. Et d'ailleurs, la clé du succès, ça a été cette semaine où le gouvernement italien a décidé d'émettre électroniquement pour toutes les nouvelles émissions sa dette publique sur ce marché d'obligations corporate. Et aujourd'hui, ils ont levé 3 milliards la première journée. Donc il y a une véritable liquidité. Pourquoi ? Parce que d'une manière générale en Europe, dans les pays où les individus ont un haut taux d'épargne, ce qui est très certainement le cas de l'Italie, mais qui est aussi le cas de la France, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas de l'Angleterre, où on a une culture assez différente, ce qui explique aussi peut-être les différences d'orientation sur les produits. Mais là où on a des hauts taux d'épargne et où les rendements financiers de produits traditionnels, notamment le dépôt bancaire, sont pour le moment modérés, donner accès à de la dette d'entreprise, notamment de sociétés connues régionalement. Et là, l'effet régional, je sais qu'il est souvent sous-estimé, est important. Parce que vous avez des entreprises, des entrepreneurs qui eux-mêmes ont créé de la richesse. Eux ont des ressources d'épargne assez importantes. Ils connaissent leurs concurrents. Des banques régionales, notamment banques mutuelles, banques d'épargne, qui aussi connaissent le tissu régional, qui vont être très confortables d'investir dans des émissions assez limitées. On parle entre 10, 20 et 100 millions d'euros pour les PME, vont se sentir très confortables d'investir dans ces émissions parce que ça leur permet de faire deux choses. D'une part, elles continuent de suivre des entrepreneurs régionaux qu'elles connaissent bien. Et aujourd'hui, il y a un avantage, à mon sens, fondamental pour les banques. Et on commence à le voir en Angleterre. Les banques anglaises commencent à suivre le marché obligataire qu'on vient de lancer. C'est que ça leur permet de soulager leur bilan. Quand un client vient vous voir, qui est établi depuis plusieurs années, a besoin d'un prêt d'une centaine de millions que vous n'avez pas vraiment envie de leur donner parce que BAL 3, parce que nécessité de réduire le levier sur votre bilan. Si vous pouvez les accompagner sur un marché électronique et résoudre leurs problèmes, eh bien vous conservez leur franchise, vous conservez la relation de client et à la fin de la journée, vous soulagez votre bilan tout en permettant à cette entreprise de lever du capital. Et je pense que le succès de cette plateforme en Italie, ça a été, et je pense que ça va être le cas aussi en Angleterre, ça va être la très étroite coopération avec un réseau de banques régionales. Donc une logique de proximité très forte. Et moi, j'ai eu l'impression de voir ressurgir un vieux serpent de mer qu'on voit se promener régulièrement en France, qui est l'épargne de proximité. Hein. Comment mobiliser l'épargne de proximité. Il y a un autre point dans le rapport, c'est... et prôner la création de véritables opérateurs boursiers dédiés aux PME ETI. Mais alors, ça serait des concurrents de vos maisons, Xavier, Dominique ? Je peux commencer. Je ne sais pas exactement ce que le rapport va dire, puisque je n'ai pas eu le plaisir d'y travailler. Donc, sans doute, et bienvenue, parce que la concurrence ne peut que stimuler l'innovation. Il y a des limites à ça de fragmentation, mais enfin, je pense que ce n'est pas le propos aujourd'hui. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ceci étant, je voudrais juste préciser que, en ce qui nous concerne, comme pour Xavier avec le marché AIM, on a déjà un marché qui a été créé pour les PME. Il s'appelle l'Alternex. Il a été créé il y a 6 ans. C'est un produit qui est reconnu comme étant de qualité. J'ai retenu une remarque en revanche, parce que j'imagine que pour le commun des mortels, ou même vu du point de vue du chef d'entreprise, c'est la segmentation que nous avons entre marché libre, qui est simplement une inscription, Alternex, qui est dans notre jargon un marché régulé, pas réglementé, Euronext, CEB, qui sont des marchés réglementés. Donc, il y a un gradient de choses qui sont demandées aux entreprises qui sont différents. Alors, il y a des raisons à cela, bien entendu, hein, et c'est des techniques ou des structures de marché différentes, mais il va sans doute falloir qu'on réfléchisse à particulariser un peu mieux l'offre PME, qui est autre chose que tourner des segments à l'optimum, voilà. Et donc cette vision-là, vraisemblablement, alors ça a fonctionné pendant des années. Je dois dire qu'Alternex est bien développé, à la différence de AIM qui a été créé il y a 15 ans, je crois, Xavier. 16 ans, voilà. Donc ils ont une inertie et encore une fois, ils en retirent tout le crédit, c'est-à-dire qu'ils ont pu travailler pendant 15 ans avant les crises qui nous ont frappés. AIM a été lancé par Alternex a été lancé par mon prédécesseur en 2006, donc ou 2007, donc mais néanmoins, malgré ce, il y a un très beau développement. Le produit Alternex, si vous interviewez les chefs d'entreprise, ils en sont très contents. La grosse question, encore une fois, c'est comment on peut développer d'autres offres de type obligataire, mais surtout
comment on peut donner cet accès non pas à quelques centaines d'entreprises, mais à des milliers d'entreprises, et c'est tous les freins que j'ai mentionnés tout à l'heure, et on s'emploie à y travailler. J'ajoute juste un point sur ce que disait Xavier, et qui est tout à fait pertinent, c'est que la filière, entre guillemets, boursière, donc je parle de cet écosystème, je ne parle pas des bourses, où nous avons traversé les crises assez correctement, la filière boursière en France, pour des tas de raisons, a été extrêmement fragilisée, donc on l'a reconstruit depuis des ans. Cette création de réseaux de leasing sponsors, même éprouvés, d'avocats en droit boursier, etc., de tissu régional, les discussions qu'on avait avec la CDC, on ne va peut-être pas en parler aujourd'hui, mais cette discussion a pour but essentiellement de se focaliser sur ça, sur ce tissu régional qu'il faut à tout prix rebâtir. Xavier, sur la concurrence, ensuite Antoine, puis question de la salle. Oui, brièvement, le marché AIM est bien entendu l'un des marchés britanniques qui est impliqué dans le domaine des PME. Ce n'est pas le seul. Il y a une dynamique de choix, de concurrence qui, je pense, très importante. Il y a un certain nombre de différences par rapport au marché AIM et aux autres marchés européens de croissance, pas uniquement qu'en France. Il y a une symbiose assez unique en Angleterre entre ce marché AIM, d'ailleurs qui fait partie de la bourse de Londres, qui est possédée à, si vous voulez, 100% en ce qui concerne l'actionnariat, mais qui en fait n'est pas promu comme la bourse de Londres. C'est une véritable communauté, c'est un écosystème. Et vous avez un réseau régional très important d'agents de change, et ça c'est un point fondamental de différence, et ça remonte, je pense, à plus de 20 ans d'approche régulatoire ou réglementaire, qui font des marchés sur les actions et aussi les obligations de ces compagnies. Donc vous avez une microstructure de marché qui assure un minimum de liquidité et un spread maximum, quelles que soient les conditions de marché. Et ça, c'est une microstructure très différente, mais qui, à la base, est à mon sens l'une des raisons pour laquelle le marché d'AIM, sur les 16 dernières années, a vu 3300 sociétés listées, a levé plus de 100 milliards de livres de capital. C'est cette symbiose entre la communauté d'agents de change qui font des marchés à risque, qui bien entendu distribuent, et aussi il y a un tissu de recherche très important. Et là, il y a un petit avantage, c'est que les grands institutionnels, d'ailleurs très souvent non européens, qui recherchent des valeurs de croissance, insistent sur de la recherche fondamentale sur les sociétés en anglais. Et je pense que par rapport très certainement à mon expérience personnelle du marché parisien et de son évolution sur les 30 dernières années, qui m'ont été données de travailler dans les marchés financiers, j'ai quand même vu sur la place parisienne, sur les dernières vingtaine d'années, une forte décroissance, réduction de la recherche, du travail d'analyse, notamment de la commercialisation de ce travail en anglais aux grandes institutions internationales sur le marché français. Pas d'ailleurs uniquement le cas sur la France, mais je pense que le nombre d'agents de change spécialisés sur ce marché s'est étiolé et que les PME en payent un peu le prix aujourd'hui. Antoine ? Bon, alors d'abord, un constat positif, encourageant. Nos deux opérateurs boursiers font même largement la même analyse en termes de diagnostic de la situation et surtout de type de mesures et d'orientation à envisager pour élargir l'accès des PME au marché financier. Ça, c'est une bonne chose. C'est d'ailleurs un diagnostic qui avait été fait en grande partie dans le rapport Ramex-Giamy qui a été publié il y a quelques semaines. Alors, pour notre part, nous, à la demande des pouvoirs publics et du ministre de l'économie, nous participons, nous, Caisse des dépôts, à cette réflexion de la place pour essayer d'améliorer les choses. Je voudrais revenir juste sur deux idées qui ont été mentionnées et qui sont extrêmement importantes, il me semble. D'abord, la nécessité d'avoir un réseau régional, et je crois que ce que Xavier Rollet nous a décrit de l'expérience anglaise est certainement très utile et pourrait nous inspirer pour localement améliorer cet écosystème. Et ce n'est pas seulement un sujet d'épargne de proximité, c'est plus large que ça. Et puis, deuxièmement, la nécessité, ça paraît basique, mais il faut le rappeler, d'avoir des investisseurs. Parce que sans investisseurs, sans carburant, rien de tout ça ne prendra. Donc là aussi, on a essayé, nous, de jouer un rôle de catalyseur. On vient de mettre en place 2 fonds d'investissement avec la participation des assureurs pour investir exclusivement dans les PME cotées et animer le marché.
Et je crois que c'est en faisant prendre conscience à l'ensemble du monde des investisseurs et en essayant de multiplier ce genre d'initiatives qu'on pourra vraiment faire bouger les choses. Merci. Question de la salle. Monsieur là-bas, merci de vous présenter et de poser votre question brièvement. Bonjour à tous, je suis Pascal Chenet, je suis membre du conseil de surveillance d'une société qui s'appelle Altares, qui est spécialiste sur l'information sur les sociétés. Pour ceux qui ne connaissent pas, au travers de la quantité d'informations qu'on collecte, qu'on travaille et des indicateurs qu'on fabrique, on permet aux directions commerciales de prospecter plus efficacement et aux directions financières de récupérer leurs sous plus rapidement. La question que j'ai à poser, en fait, c'est pas une question, en fait, c'est plutôt un commentaire au regard de tout ce que j'ai entendu sur les 2 tables rondes. Ce que j'entends autour des 2 tables rondes sont des points qui me paraissent essentiellement externes aux sociétés en tant que telles. Et je ne fais qu'adhérer à toutes les mesures qu'on peut mettre au niveau national pour faire en sorte de créer un écosystème qui soit favorable au développement de nos PME. J'ai aucun sujet là-dessus. Par contre, moi, mes grands-parents et mes parents me disaient « aide-toi et le ciel t'aidera ». Ce que je veux dire par là, c'est qu'au regard de la situation à laquelle je suis confronté, enfin moi je vois des sociétés tous les jours et mes équipes voient également des sociétés tous les jours, et j'avoue être très très surpris de la marge de progression que nos sociétés ont dans leur façon de prospecter et dans leur façon de s'organiser pour récupérer des sous. Pourquoi je dis ça ? Comme l'a dit Jean-Claude, le crédit interentreprise est 5 fois supérieur au crédit bancaire. 5 fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on était capable de faire à l'époque, quand on était un peu feignant, à savoir quand on avait besoin d'argent pour financer sa croissance, on allait voir une banque, aujourd'hui ça marche moins bien, pour tout un tas de bonnes raisons qu'on connaît. Et donc, si du côté de la banque, on n'arrive plus à aller trouver des sous, bah, faut aller les chercher là où ils sont. Et c'est-à-dire bien souvent chez vos clients, chez les clients. Et aujourd'hui, oui, il y a des très grands groupes qui sont bien organisés, mais du côté des PME et des ETI, effectivement aussi d'un point de vue national ou avec tout ce qu'on veut, on est capable d'accompagner ces PME pour mieux s'organiser d'un point de vue commercial, pour prospecter les bonnes cibles aux beaux endroits et pas auprès de sociétés qui n'existent pas ou qui sont dans un état déliquescent, ou aller essayer de récupérer son argent avec des agents de recouvrement. D'ailleurs, puisqu'on a un anglais ou un anglophone ici avec nous, dans les pays anglo-saxons, on ne dit pas agent de recouvrement, on dit cash collector. Donc vous voyez déjà la différence culturelle qu'il y a entre les 2 côtés de la Manche. Bon, mais aller récupérer ses sous et s'organiser pour ça, ça me paraît quand même capital. Et je peux vous dire que là, il y a des gisements d'amélioration qui sont absolument considérables. Donc il faut aussi les accompagner à s'organiser en interne sur ces sujets-là, avec des bons processus, des bons outils et de l'information qui va bien. Voilà. Merci. Jean-Claude ? Jean-Marc, si vous me lancez là-dessus, le problème, c'est qu'il n'y a pas que sur ce sujet qu'il faut faire de la pédagogie auprès des patrons de PME français. Il y a sur beaucoup de sujets. Je donne un exemple. Vous savez, le patron de PME française, moi qui suis passionné de stratégie, je crois que je vous l'ai dit, quand j'en interroge 10 à leur dire « As-tu une stratégie ?» Les 10 me disent « Oui, j'ai une stratégie ». Alors je les interroge « C'est quoi ta stratégie ?» 8 ne savent même pas ce que ça veut dire. Et je n'exagère pas. Je vous invite à venir avec moi sur le terrain. Donc vous voyez que la pédagogie, elle est sur ce que vous dites, qui est un point essentiel, parce que l'argent, c'est le carburant. Mais il y a aussi beaucoup d'autres sujets. Alors je ne vous parle pas de la nouvelle mission que l'on m'a demandé à l'export pour développer l'export et le flux d'entreprises exportatrices, parce que alors là, c'est quelque chose. Donc, mais j'ai espoir, hein, on peut faire beaucoup de choses. Mais cette dimension pédagogique, elle est sur beaucoup de sujets. Autre question ? Pas de dernier remords ? Merci à vous.